La pauvre petite fille sans abri est entrée dans un restaurant de luxe et a demandé les restes au serveur, sans imaginer qu'un millionnaire était là et allait changer sa vie pour toujours. Dans les rues glaciales du 1er arrondissement de Paris, la brume du matin s'élève paresseusement entre les pavés humides, dessinant des formes éphémères qui se dissipent aussitôt dans l'air mordant. Au milieu de cette ville pressée, enveloppée dans son manteau de luxe et d'histoire, une silhouette frêle glisse presque invisible entre les passants emmitouflés. Élise, 9 ans à peine, vêtue d'un manteau trop grand, râpé et troué, marche à petits pas le long de la rue Saint-Honoré. Ses bottes dépareillées crissent sur les feuilles mortes détrempées, tandis que ses yeux trop grands pour son visage cherchent dans les regards des autres quelque chose de plus que l'indifférence. Depuis ses 6 ans, Élise n'a plus de famille. Sa mère, emportée par une pneumonie qu'un hiver trop rude et un manque de soins ont aggravée, s'est éteinte dans une chambre de fortune qu'elle partageait alors. Le père, dont elle se souvient à peine, a disparu bien avant cela, englouti par les ruelles de Montreuil ou par les ombres d'un passé que personne ne semble vouloir exhumer. Depuis, elle vit dans des abris de fortune, cages d'escalier, halls d'immeubles ouverts, parfois des coins de métro désertés. Certains soirs, une vieille couverture trouvée dans une benne à ordures est son seul rempart contre la morsure du froid. Elle ne mendie pas de manière insistante. Elle préfère attendre, postée à l'angle d'une boulangerie ou d'un petit café, que quelqu'un laisse tomber un croissant ou un morceau de pain. Les restes deviennent festins, les miettes des trésors. Son regard triste et éveillé a déjà croisé celui de centaines de passants. Certains baissent les yeux, gênés. D'autres la scrutent brièvement, comme pour évaluer si elle représente un danger ou une opportunité de bonté rapide. Peu s'arrêtent, encore moins parlent, mais elle continue chaque jour à arpenter les rues comme une funambule sur le fil de la survie. Ce matin-là, le froid est plus tranchant que d'habitude. Le vent s'engouffre entre les immeubles haussmanniens et semble la poursuivre. Élise serre son ventre vide, qui grogne d'impatience. Cela fait presque 2 jours qu'elle n'a rien mangé de consistant. Ses jambes faiblissent, mais elle continue, poussée par l'instinct, par la nécessité. Au détour d'un croisement, un parfum capiteux s'échappe d'un établissement qu'elle n'a encore jamais osé approcher. Un restaurant à la façade immaculée, orné de dorures discrètes et de lumières tamisées derrière ses grandes baies vitrées. Le jardin d'Élisabeth peut-elle lire en lettres cursives au-dessus de l'entrée. Elle s'arrête net. Un homme sort, riant aux éclats, tenant une femme par la taille. Leurs manteaux élégants, leurs visages détendus, leur langage joyeux lui paraissent appartenir à un autre monde. Élise ne bouge pas. Son regard glisse à travers les vitres embuées. À l'intérieur, des couples bien habillés, des enfants bien coiffés, des serveurs qui virevoltent entre les tables portant des assiettes fumantes aux couleurs éclatantes. La lumière dorée à l'intérieur contraste violemment avec le gris qui l'entoure. Son ventre émet un gémissement douloureux. Elle approche d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à coller son visage contre la vitre, respirant l'odeur des plats qui semblent l'envelopper comme une promesse. Un serveur la remarque et fait mine de l'ignorer. Une femme assise près de la fenêtre fronce les sourcils. Élise s'écarte brusquement, honteuse, mais l'odeur l'aspire de nouveau. Cette fois, elle s'avance vers la porte. Elle n'a jamais osé franchir le seuil d'un lieu pareil. Pourtant, quelque chose en elle la pousse. Peut-être la faim, ou bien la fatigue de tant de rejets. Elle saisit la poignée avec une main tremblante, pousse la porte. Une clochette tinte. Le silence tombe presque instantanément. Tous les regards se tournent vers elle. Ses joues sont sales, ses cheveux emmêlés. Le manteau pend de ses épaules comme une toile oubliée. Mais ses yeux, eux, brillent d'une intensité étrange, presque hypnotique. Elle avance, un pas après l'autre, sans savoir exactement ce qu'elle va dire. Elle voit le serveur s'approcher, visiblement prêt à la faire sortir, mais elle lève la main timidement. « S'il vous plaît, avez-vous des restes ?» Sa voix est à peine audible. Le serveur s'immobilise, surpris. Un murmure parcourt la salle. Une femme laisse échapper un petit rire nerveux. Un homme secoue la tête. Élise, elle, reste droite, même si ses jambes tremblent. Elle ne veut pas fuir cette fois. Elle veut, pour une fois, être entendue. Et dans ce bref instant suspendu, avant que quiconque ne réagisse, elle attend. Peut-être un miracle, peut-être un simple non. Mais elle espère encore. Le silence qui suivit la question d'Élise paraissait durer une éternité. Le tintement de la clochette suspendue à la porte s'était éteint.
mais son écho semblait vibrer encore dans l'atmosphère lourde du restaurant. Chaque client, chaque serveur, chaque regard s'était figé sur cet enfant dépareillé qui venait troubler l'harmonie feutrée du jardin d'Élisabeth. Les conversations s'étaient tues comme si le monde s'était arrêté. Élise, droite, les mains jointes devant elle, respirait avec difficulté, consciente de chaque regard posé sur son corps frêle, de chaque œil scrutateur qui analysait sa saleté, son manteau déchiré, ses bottes trop grandes et son visage marqué par la rue. Le serveur, un homme grand aux traits stricts et à la moustache bien taillée, s'était immobilisé à 2 pas d'elle, incapable de décider s'il devait l'expulser sans cérémonie ou attendre une consigne. Derrière lui, les clients murmurèrent, certains d'indignation, d'autres de curiosité. Une femme âgée secoua la tête en murmurant que les autorités devraient en faire quelque chose pour ces enfants errants. Un jeune homme en costume pinça les lèvres, visiblement mal à l'aise. Une enfant, assise à une table non loin, posa une cuillère en argent et regarda Élise avec des yeux grands ouverts, mi-fascinés, mi-effrayés. Élise, pourtant, ne fuyait pas. Elle savait ce qui allait arriver. D'ordinaire, on la chassait sans un mot ou avec des cris. Elle connaissait le scénario, le rôle qu'on lui assignait, celui de l'intruse, de l'indésirable. Mais cette fois, elle avait parlé, avec cette voix fine et tremblante. Oui, mais décidée. Sa gorge était sèche, sa bouche pâteuse, mais elle avait osé franchir cette porte et briser le silence doré d'un monde qui n'était pas le sien. Alors qu'un mouvement brusque du serveur annonçait sans doute son expulsion, un son retentit à travers la salle, clair et inattendu, le raclement d'une chaise que l'on repoussait lentement. Tous les regards se détournèrent de l'enfant pour se poser sur l'homme qui venait de se lever au centre du restaurant. Élise tourna aussi la tête, intriguée. C'était un homme âgé, bien habillé sans ostentation, aux cheveux gris parfaitement peignés, à l'allure droite et posée. Il portait une chemise en coton clair et un manteau beige soigneusement posé sur le dossier de sa chaise. Il regardait Élise, non pas avec jugement ni pitié, mais avec une intensité tranquille, presque douce. Ses yeux bruns avaient cette qualité rare de ne pas fuir. Il s'adressa calmement au serveur d'une voix posée et ferme. « Apportez-lui un plat chaud, s'il vous plaît, et une assiette propre. Elle mangera avec moi. » Le serveur cligna des yeux, comme s'il n'avait pas compris. Le murmure monta à nouveau dans la salle, cette fois plus vif, chargé de perplexité. Le nom de l'homme circula vite de table en table. Marc Delacroix. Un nom que tout Paris connaissait. Promoteur immobilier de renom, collectionneur d'art discret, veuf respecté, père d'une femme influente dans les cercles culturels. L'un de ces hommes qu'on n'attend pas dans les journaux à scandale, mais dans les colonnes d'économie et les chroniques mondaines. Élise ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Elle restait immobile, les sourcils froncés, l'esprit en alerte. Elle connaissait les pièges, les promesses qui n'en sont pas, les gestes apparemment bienveillants qui cachent souvent une autre intention. Elle fixait Marc Delacroix avec méfiance, ses mains serrées contre son ventre. Il répéta, cette fois en la regardant directement. « Si tu as faim, viens manger. Assieds-toi avec moi. » Sa voix n'était ni mielleuse ni autoritaire. Elle portait quelque chose de sincère, de patient. Mais Élise hésita. Elle fit un pas en arrière, comme prête à fuir. Le serveur n'avait toujours pas bougé. Marc Delacroix, sans attendre d'approbation, tira doucement une chaise vide de sa table. Il y déposa une serviette propre, plaça une assiette, puis s'assit à nouveau, laissant l'espace ouvert. Il fit signe au serveur d'exécuter sa demande, cette fois avec un ton légèrement plus ferme. « Apportez-lui à manger. Maintenant. » Le personnel, habitué aux caprices des clients riches, s'exécuta rapidement. Élise regarda la chaise vide, puis la porte, puis de nouveau Marc. Quelque chose en elle se dénoua légèrement, juste assez pour qu'elle avance. Elle ne parla pas, mais s'approcha lentement de la table, ses pas légers comme ceux d'un animal blessé. Lorsqu'elle atteignit la chaise, elle n'osa pas s'asseoir immédiatement. Elle resta debout, les yeux baissés, puis enfin se laissa glisser sur le siège, les mains posées sur ses genoux. Un silence étrange régnait dans la salle, comme suspendu. Marc Delacroix, lui, reprit calmement sa coupe de vin, puis regarda Élise sans rien dire. Peu à peu, les bruits habituels revinrent, couverts qui s'entrechoquent, voix qui murmurent, mais le regard des clients ne les quittait pas. Une serveuse apporta une assiette fumante, un plat du jour, volaille rôtie, légumes glacés, purée maison. L'odeur monta aux narines d'Élise comme une vague chaude.
Elle sentit les larmes lui monter, mais les retint. Elle prit la fourchette, trembla un instant, puis commença à manger. Lentement d'abord, puis avec plus d'assurance. Marc ne parlait pas, ne la pressait pas. Il laissait le temps faire. Quand elle eut terminé la moitié du plat, elle leva enfin les yeux vers lui. Ils se regardèrent, longuement. Elle ne savait pas encore ce qu'il voyait en elle, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Et dans ce coin discret d'un des restaurants les plus chers de Paris, une scène étrange se déroulait, celle d'une enfant des rues partageant un repas avec l'un des hommes les plus influents de la capitale. Mais aucun des deux ne se doutait encore que ce moment n'était que le début d'une histoire bien plus grande. Le temps semblait s'étirer au-delà des secondes, comme si les aiguilles des montres s'étaient arrêtées pour observer, elles aussi, la scène improbable qui se déroulait au cœur du jardin d'Élisabeth. Autour de la table, les conversations avaient repris leur cours, mais avec une cadence ralentie, presque artificielle, comme si l'attention des clients restait malgré tout accrochée à cette image déroutante. Une enfant misérable, affamée, mangeant avec les manières hésitantes de quelqu'un qui ne savait plus comment se tenir à table, en face d'un homme dont la présence avait, jusqu'alors, toujours imposé le respect silencieux. Marc Delacroix observait Élise sans insistance, mais avec une attention presque paternelle, comme si chaque geste de l'enfant lui révélait une vérité qu'il n'avait pas encore su formuler. Elle ne levait les yeux que rarement, concentrée sur sa nourriture, les gestes précautionneux, presque solennels, comme si le simple fait d'avoir une assiette propre devant elle, une chaise confortable et de la chaleur autour, constituait un événement sacré. Il ne la pressa pas. Il attendait que les défenses tombent d'elles-mêmes, conscient qu'un mot de trop pouvait briser le fragile instant de confiance qui commençait tout juste à se tisser. Il n'était pas homme à agir par impulsion. Toute sa carrière avait été construite sur la maîtrise, la stratégie, le calcul. Pourtant, quelque chose dans ce regard qu'Élise avait levé à l'instant même où elle avait posé la question au serveur l'avait frappé de plein fouet. Un éclat à la fois brisé et incandescent, une détresse si profonde qu'elle en devenait presque lumineuse. Il s'était surpris à se lever sans réfléchir, à défier la bienséance du lieu et le regard des autres pour poser ce simple geste, lui offrir une place à sa table. Pourquoi? Il ne se l'était pas encore demandé. Il n'avait pas agi par charité ni par ennui. Ce n'était pas un caprice de riche désœuvré, ni un acte de rébellion contre un monde trop lisse. Non. Il avait vu quelque chose dans cet enfant, et cette chose-là avait éveillé une fibre enfouie, une corde silencieuse de son être qu'il croyait définitivement éteinte depuis la mort de son épouse. Le repas se poursuivit en silence pendant de longues minutes. Élise ralentissait peu à peu, le ventre plein et l'émotion montant. Ses doigts fins s'arrêtèrent parfois au bord de l'assiette, hésitants. Elle prenait des pauses, regardait autour, méfiante, et puis replongeait dans la nourriture comme si elle craignait qu'on la lui retire d'un instant à l'autre. Finalement, elle posa la fourchette, s'essuya maladroitement la bouche avec la serviette blanche et resta assise, immobile. Marc Delacroix lui adressa un léger sourire. « Tu as un prénom ?» Elle baissa les yeux, hésita, puis répondit à mi-voix, presque inaudible. « Élise. » Il répéta doucement, comme pour inscrire ce nom dans sa mémoire. « Élise, c'est joli. » Elle ne répondit pas. Il continua, d'un ton neutre, presque détaché. « Tu vis dans ce quartier ?» Elle haussa les épaules. Ce n'était pas tout à fait vrai. Elle n'habitait nulle part. Mais elle connaissait chaque recoin du premier arrondissement comme si c'était un labyrinthe dont elle était la gardienne invisible. Les coins où se réfugier, les commerces où l'on pouvait récupérer des restes, les bancs où la lumière du matin arrivait plus tôt, les lieux à éviter la nuit. Ce quartier, elle le portait dans ses semelles usées. Marc comprit son silence. Il n'insista pas. Il savait qu'il fallait du temps pour que les mots viennent. Il but une gorgée d'eau, la reposa doucement. Puis, sans la regarder directement, il dit simplement « Tu n'as pas l'air d'avoir mangé comme ça depuis longtemps. » Élise releva les yeux. Cette fois, elle le fixa. Elle hocha lentement la tête. Oui, cela faisait bien trop longtemps. Et cette reconnaissance silencieuse toucha Marc plus qu'il ne l'aurait cru. Il ressentit une chaleur inhabituelle lui monter à la poitrine. Un mélange de compassion et de colère. Compassion pour elle. Colère contre un monde où un enfant devait supplier pour des restes. Il observa son visage, cette expression mêlée de défiance et de fatigue. Il y avait là une maturité étrange,
une gravité qui n'avait rien à faire sur les traits d'une fillette. Et pourtant, il y avait aussi une lueur, une étincelle qu'il ne savait pas nommer, quelque chose qui ressemblait à un appel. Ce fut à ce moment précis qu'un détail lui sauta aux yeux. Un mouvement, une ombre de souvenir, le nom, Élise, une réminiscence, d'abord floue, puis de plus en plus claire. Il fouilla dans sa mémoire, une lettre, une photo, un nom, Sophie, Sophie Renaud. La sœur cadette de son épouse, disparue depuis plus de 10 ans, sans explication, sans adieu. Une jeune femme au caractère rebelle, à l'âme insoumise, que la famille avait perdue de vue après un différend violent. Et là, maintenant, dans ce regard, il croyait reconnaître quelque chose. Une ressemblance troublante, pas physique, ou du moins pas immédiatement, mais une intensité du regard, une manière de rester droite malgré la fragilité. Il se redressa légèrement. Le souvenir de sa femme défunte, Hélène, lui revint en bloc. Les longues soirées à parler de Sophie, de cette sœur à la fois adorée et incomprise. Et puis ce jour où elle avait avoué avoir reçu une lettre étrange, avec une photo, une jeune femme tenant un nourrisson. Aucun mot, juste un prénom griffonné au dos, Élise. Marc sentit le vertige. Il n'osa rien dire. Pas encore. Cela pouvait être une coïncidence. Paris était vaste, les prénoms nombreux. Mais au fond de lui, une intuition profonde s'éveillait, une certitude qui n'osait pas encore se dire. Cet enfant n'était pas entré dans sa vie par hasard. Non. Quelque chose les liait, quelque chose d'ancien, de silencieux, enfoui dans les plis du passé. Une vérité qu'il allait devoir exhumer doucement, patiemment. Mais avant tout, il devait gagner sa confiance. Et tandis qu'Élise bâillait discrètement, luttant contre la fatigue que la nourriture avait réveillée, Marc Delacroix prit une décision silencieuse. Ce repas ne serait pas le dernier. Cette rencontre ne serait pas une parenthèse. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser repartir seule, dans le froid, avec son estomac plein et ses poches vides. Pas cette fois. Le froid de la rue attendait Élise de l'autre côté des grandes vitres du jardin d'Élisabeth, mais Marc Delacroix ne pouvait s'y résoudre. Il regardait cet enfant à la silhouette fragile, au visage mangé par la fatigue, et comprenait que la renvoyer dehors maintenant, après lui avoir offert une chaleur rare, serait plus cruel encore que de ne jamais l'avoir accueillie. Alors, contre ses habitudes, contre les règles implicites de la distance sociale, il lui proposa de l'accompagner jusqu'à chez lui, le temps d'une nuit, pour qu'elle puisse dormir à l'abri, se laver, reprendre quelques forces. Ce n'était pas une question. Il l'avait dit d'une voix calme mais ferme, comme on donne une solution qui ne tolère pas de réponse négative. Élise recula légèrement sur sa chaise, le regard fuyant. L'invitation réveilla immédiatement ses instincts de défense. Rien dans sa vie ne lui avait appris à faire confiance. Au contraire, tout, depuis la disparition de sa mère, l'avait obligée à ne croire qu'en elle-même. Les adultes avaient toujours une double intention. Les mains tendues cachaient souvent des crochets. Elle observa Marc longuement, tentant de déceler l'ombre d'un piège, le soupçon d'un intérêt malsain. Il soutint son regard sans détourner les yeux. Pas de sourire enjôleur, pas de pression déguisée. Juste une proposition, franche. Qu'elle hésita longtemps, les yeux plongés dans sa tasse d'eau tiède. Puis doucement, comme si le mot lui brûlait les lèvres, elle murmura « Juste pour cette nuit ». Marc hocha la tête. Il se leva sans précipitation, enfila son manteau, la laissa mettre le sien, toujours aussi élimé, et sortit avec elle dans le froid de la nuit parisienne. Le chauffeur qui l'attendait près de la berline noire sembla surpris de voir une enfant monter dans le véhicule, mais ne posa aucune question. Marc Delacroix était un homme de confiance. Le trajet vers Neuilly-sur-Seine se fit en silence, brisé seulement par le ronronnement du moteur et les murmures discrets de la ville nocturne. Élise, assise près de la portière, regardait le paysage défiler sans vraiment le voir. Elle luttait intérieurement entre la peur d'un piège et l'espoir absurde qu'un coin de paix puisse vraiment exister pour elle, ne serait-ce qu'une nuit. La maison de Marc était une demeure sobre, élégante, aux lignes classiques et aux murs pleins d'histoire. Un jardin discret l'entourait, masqué par des haies taillées avec soin. À l'intérieur, tout respirait le calme et la chaleur. Les meubles anciens, les tableaux d'art contemporains, la lumière douce des lampes à abat-jour, tout semblait dire « Ici, on peut s'arrêter. Ici,
on peut respirer. Mais Élise, en franchissant le seuil, se raidit. Trop propre, trop lisse. Elle n'était pas à sa place. Une gouvernante, une femme discrète aux cheveux gris, s'approcha interrogeant Marc du regard. Il lui fit un signe rassurant. « Prépare une chambre d'appoint, juste pour ce soir. » Élise la suivit jusqu'à l'étage, les pieds traînants, le regard collé aux tapis épais. La chambre était modeste, mais propre et accueillante. Un lit simple, une commode, une salle de bain attenante. Sur le lit, un pyjama neuf, manifestement acheté à la hâte en prévision. Elle entra sans un mot, observa tout avec méfiance, puis referma doucement la porte. Ce fut la première fois depuis des mois qu'elle se retrouva seule dans un lieu silencieux, où personne ne criait, ne frappait, ne pleurait. Elle se lava lentement, découvrant l'étrange sensation de l'eau chaude sur sa peau crasseuse. Elle enfila le pyjama, trop grand, mais doux, et s'allongea sur le lit, raide, tendu. Le silence était assourdissant. Elle n'osait pas s'endormir, persuadée qu'un danger finirait par surgir. Et pourtant, les paupières finirent par céder. Dans le salon, Marc restait assis dans son fauteuil, un livre ouvert sur les genoux, mais l'esprit ailleurs. Il ne lisait pas. Il repensait à la photo, à Sophie, à la ressemblance troublante, et surtout, à ce besoin inexplicable de protéger cet enfant. Le lendemain matin, un nouveau déséquilibre secoua l'équilibre précaire de la maison de la Croix. Claire, la fille de Marc, entra dans le hall comme un coup de vent, ses talons claquant sur le marbre. Elle venait de recevoir des messages de collègues l'informant que son père avait été vu au jardin d'Élisabeth la veille, avec une enfant des rues, l'emmenant ensuite dans sa voiture. Les réseaux sociaux s'enflammaient déjà. Les insinuations commençaient à poindre. Elle trouva Marc dans le salon, calme, comme toujours. « Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas juste ramener une enfant chez toi comme ça. Tu sais ce que ça peut déclencher. Tu sais ce que les gens vont penser ?» Marc se leva, les yeux sombres, mais sa voix resta posée. « Je l'ai vu. J'ai vu ce que personne ne voulait voir. Une enfant seule, affamée, dans un monde qui détourne les yeux. Je ne pouvais pas la laisser repartir. » Claire leva les bras, exaspérée. « Tu agis par nostalgie. Depuis maman, tu es vide. Et cette gamine, c'est juste. Une illusion de famille, de réparation. Mais tu ne peux pas la sauver comme ça. » Marc resta silencieux. Elle n'avait pas tort, mais elle ne comprenait pas tout. Pas encore. Elle reste pour l'instant, jusqu'à ce que je comprenne ce que je dois faire. Claire soupira, mais ne répondit pas. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'elle vit dans les yeux de son père une résolution que même elle n'oserait pas défier. Pendant ce temps, Élise, réveillée par les éclats de voix, restait recroquevillée dans son lit. Elle n'avait pas compris tous les mots, mais elle avait saisi l'essentiel. Elle n'était pas la bienvenue. Pas totalement, pas par tout le monde. Et cela, elle le connaissait trop bien. Elle descendit lentement l'escalier, ses pieds nus sur le bois ciré, et s'approcha du salon. Marc la vit, se redressa et lui adressa un sourire. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête, mais ne répondit pas. Son regard alla de Marc à Claire, puis revint à lui. Elle savait déjà qu'il faudrait se méfier, qu'il faudrait écouter, observer, jauger chaque geste. Elle n'était pas venue ici pour se reposer. Elle n'était pas venue du tout. Elle avait été invitée, et une invitation peut toujours être retirée. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des toits de Neuilly-sur-Seine, peignant les façades blanches d'une lumière dorée que seule la tranquillité des quartiers aisés pouvait encore accueillir sans crainte. Dans la chambre du haut, Élise s'éveilla sans panique pour la première fois depuis des mois. La sensation étrange d'avoir dormi sans sursaut, sans peur ni bruit, l'enveloppa comme une couverture invisible. Elle ouvrit les yeux, fixa le plafond lisse et silencieux, et mit du temps à comprendre qu'elle ne rêvait pas. Ce lit était réel, le pyjama doux aussi. Elle était là, et rien ne l'avait chassée dans la nuit. Elle descendit sans bruit, attirée par l'odeur du pain grillé et du café. Dans la cuisine, Marc lisait le journal, les lunettes posées sur le bout du nez, une tasse fumante près de lui. Il leva les yeux et la salua d'un geste simple. « Tu veux quelque chose à manger ?» Elle hocha la tête, sans oser parler. Il appela discrètement la gouvernante qui lui apporta un bol de chocolat chaud, une tartine, quelques fruits. Elle mangea lentement, comme la veille, mais cette fois, ses gestes trahissaient une étrange tension. Ce n'était plus seulement la faim qui commandait ses gestes, mais quelque chose d'autre, une forme de lutte intérieure.
le sentiment confus d'être à la fois protégé et exposé. Marc la regardait du coin de l'œil, respectant toujours son silence, sans chercher à combler les vides. Il avait appris à laisser les silences respirer. Ce fut au 3e matin que la barrière céda. Ils étaient seuls. La pluie tombait dehors, douce et persistante. Élise avait fini son petit déjeuner. Elle restait assise, droite, les mains sur les genoux. Puis, lentement, d'une voix presque inaudible, elle parla. « Ma maman est morte quand j'avais 6 ans. » Marc releva à peine la tête. Il la laissa continuer. Elle regardait la table, les yeux fixés sur une miette de pain, comme si elle craignait que le simple fait de lever le regard fasse s'effondrer le peu de force qu'elle avait rassemblé. Elle toussait tout le temps, et elle avait de la fièvre. On dormait dans une vieille caravane abandonnée vers Ivry. Un jour, elle s'est allongée et elle ne s'est plus levée. J'ai attendu longtemps. Je l'ai couverte avec mon manteau, mais elle ne bougeait plus. Marc sentit un pincement dans la poitrine. Il ne répondit pas. Il savait qu'interrompre ce flot fragile reviendrait à le briser. J'ai attendu encore un jour, puis j'ai eu trop faim. Alors je suis parti. J'ai marché. J'ai trouvé d'autres enfants, un orphelinat. Ils m'ont gardé un peu. Mais je ne voulais pas rester. Les grands me volaient à mon pain. Ils étaient méchants. J'ai préféré la rue. Elle s'arrêta, le souffle court. Sa mâchoire tremblait légèrement, mais ses yeux restaient secs. Elle avait pleuré trop souvent pour que les larmes viennent encore facilement. Marc s'approcha, posa une main sur la table, sans la toucher. Elle leva enfin les yeux. Il lui demanda doucement, « Tu connaissais quelqu'un d'autre? Quelqu'un que ta mère voyait souvent? Des amis? De la famille ?» Elle fronça les sourcils, hésita. Elle parlait parfois d'une amie, une femme gentille. Elle s'appelait Sophie. Elle venait quand j'étais toute petite. Je me souviens pas bien de son visage. Juste qu'elle me donnait des petits gâteaux. Elle chantait aussi. Maman disait qu'elle était comme une sœur pour elle. Mais je crois qu'un jour, elles se sont disputées. Et elle n'est plus revenue. Marc sentit son cœur rater un battement. Le nom résonna dans sa mémoire avec la clarté d'une cloche d'église. Sophie. Le même prénom que celui inscrit derrière la photo retrouvée par son épouse. Sophie Renaud, la sœur cadette d'Hélène, disparue mystérieusement des années auparavant. Et cette photo, retrouvée dans un tiroir secret, montrait une jeune femme tenant un bébé avec un mot au dos. Élise. Il ne dit rien. Pas encore. Il savait que son esprit pouvait jouer des tours. Que les souvenirs ont parfois tendance à tordre la réalité pour la faire entrer dans les récits que l'on souhaite croire. Mais tout en lui criait que ce n'était pas une coïncidence. Le prénom, la photo, la disparition, la ressemblance dans le regard, tout cela composait un tableau qu'il ne pouvait plus ignorer. Les jours suivants, il adopta une routine discrète. Pendant que Claire, sa fille, l'assaillait de questions et d'accusations chaque fois qu'elle venait, Marc poursuivait ses recherches en silence. Il retourna dans l'ancien appartement où il avait vécu avec Hélène, un lieu figé dans le passé, où les meubles couverts de draps semblaient attendre un retour improbable. Là, dans une vieille boîte en bois, il retrouva les lettres, les photos, les carnets intimes de sa femme. Il relut chaque mot, chaque souvenir. Et au fond de cette boîte, une enveloppe fermée, jamais ouverte. Il la décacheta avec soin. À l'intérieur, une lettre datée de 12 ans auparavant. Signée Sophie. Elle écrivait à Hélène qu'elle avait eu une fille, Élise, née dans des circonstances difficiles. Le père était parti. Elle n'avait pas eu le courage d'élever l'enfant seule. Elle avait confié Élise à une amie très proche, la mère biologique d'Élise, pour qu'elle l'élève à sa place. Un arrangement informel, un secret. Sophie promettait de revenir, mais elle n'était jamais reparue, et cette lettre, restée oubliée, dormait là tout ce temps. Marc resta assis longtemps, les mains tremblantes. L'enfant dans sa maison, cette petite fille qu'il avait sortie de la rue par un élan de cœur inattendu, pourrait bien être liée à lui, non par le sang, mais par l'amour perdu de sa femme, par la sœur disparue, par une chaîne invisible d'événements qui les avait réunis. Quand il rentra ce soir-là, Élise l'attendait dans le salon, un livre sur les genoux. Elle leva les yeux, sourit timidement. Pour la première fois, elle l'appela ainsi, d'une voix hésitante. « Merci, monsieur Marc. » Il sourit en retour, mais au fond de lui, une certitude nouvelle s'ancrait. Il allait découvrir la vérité, et il allait, quoi qu'il en coûte, protéger cet enfant, parce qu'elle n'était peut-être pas seulement une inconnue. Elle était peut-être d'une certaine manière sa famille.
La décision de Marc Delacroix d'accueillir Élise sous son toit n'était plus un secret. Les murs de la maison à Neuilly-sur-Seine semblaient eux-mêmes porter la trace de cette présence nouvelle, discrète mais marquante, comme si la vie s'était remise à circuler dans les veines d'un bâtiment trop longtemps figé dans le deuil et la routine. Pourtant, au-delà de ces murs, les murmures devenaient de plus en plus audibles. Ce qui avait commencé comme un simple élan de générosité s'était mué pour certains en sujet de suspicion. Les premiers articles parus dans la presse spécialisée en affaires mondaines avaient titré avec une prudence feinte « Un magnate parisien surprend en partageant son dîner avec une enfant des rues ». Mais très vite, la curiosité s'était teintée de doute, puis de méfiance. Des insinuations apparurent, des opinions furent lancées à la légère. Qui était vraiment cette fille? Et pourquoi un homme aussi puissant s'impliquait-il autant dans son sort? Claire Delacroix, la fille unique de Marc, n'avait pas besoin des journaux pour s'inquiéter. Depuis l'arrivée d'Élise, elle observait les gestes de son père avec une nervosité croissante. Elle ne comprenait pas. Elle croyait connaître cet homme, cette figure paternelle exigeante, méthodique, souvent distant. Mais depuis quelques jours, il avait changé. Il souriait plus. Il parlait avec lenteur, comme s'il redécouvrait l'art de la conversation simple. Et surtout, il prenait des décisions qu'elle jugeait impulsives, irrationnelles, presque risquées. Elle décida de confronter son père dans son bureau, un matin de pluie, où le ciel de Paris semblait refléter son humeur. Elle entra sans frapper, une habitude qu'elle n'avait jamais perdue, même adulte. Marc releva à peine les yeux de son dossier, mais l'attendait visiblement. « On doit parler », dit-elle sans détour. Il referma le dossier, joignit les mains sur le bureau. « Je t'écoute. » Claire n'était pas femme à tourner autour du sujet. « Qu'est-ce que tu cherches, exactement? Une rédemption? Une seconde chance? Tu sais très bien ce que cette histoire peut faire à notre nom, à ton entreprise, à ta réputation. Une enfant des rues, recueillie sans procédure, sans protection légale. Tu n'es pas un inconnu, papa. Tu es Marc Delacroix. Chaque mouvement que tu fais est observé, analysé, jugé. » Il la laissa parler sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il répondit simplement « Ce que je cherche, Claire, ce n'est pas une rédemption, c'est la vérité. » Elle haussa les sourcils, interloquée. « La vérité? Quelle vérité ?» Marc se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Il observa la pluie frapper les vitres. Puis, d'une voix calme, il lui parla de Sophie, de la sœur disparue d'Hélène, du prénom Élise, retrouvé dans une lettre jamais envoyée, de la photo, des souvenirs flous mais tenaces. Claire, d'abord sceptique, écouta avec attention, mais son visage restait dur. « Et alors? Tu penses que cette fille est la fille de Sophie? Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça change? Tu ne peux pas l'adopter comme ça. Tu ne peux pas juste décider qu'elle fait partie de la famille parce que ça t'arrange émotionnellement. » Marc se retourna vers elle, les traits fermes. « Ce n'est pas une décision prise sur une impulsion. Je cherche les preuves. Je consulte un avocat. Et en attendant, je lui offre un toit, de la nourriture, un peu de sécurité. C'est tout. » Claire secoua la tête, agacée. « Ce n'est jamais juste tout avec toi. Tu investis, tu contrôles, tu annexes. Et maintenant, tu fais ça avec une enfant. » Elle s'interrompit, réalisant que sa voix montait. Marc la regarda sans colère. « Peut-être que tu as raison. Peut-être que je m'implique trop. Mais si cet enfant est lié à Sophie, si elle est vraiment celle qu'Hélène a pleuré sans le savoir, alors je ne peux pas tourner le dos. » Claire soupira. Elle comprenait, au fond, mais elle avait peur. Peur pour lui, peur pour la famille, peur de ce que les autres diraient. Elle sortit sans un mot de plus, laissant son père face à ses doutes. Pendant ce temps, Élise vivait cette tempête silencieuse, à sa manière. Elle sentait les regards échangés, les voix baissées, les tensions. Elle passait de longs moments seule, dans la bibliothèque ou le jardin, lisant des livres qu'elle comprenait à moitié, mais qui la fascinaient. Elle commençait à apprivoiser l'idée d'une vie sans danger immédiat, sans fin constante. Mais la peur d'être rejetée à nouveau restait en elle comme une ombre inséparable. Un soir, alors qu'elle croyait la maison endormie, elle descendit dans le salon, attirée par la lumière. Marc y était, lisant comme toujours. Il l'invita d'un geste à s'asseoir. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle secoua la tête. Il ferma son livre, la regarda avec douceur. « Est-ce que tu voudrais aller à l'école ?» Elle le fixa, surprise. Elle n'y avait jamais pensé sérieusement.
L'école, c'était pour les enfants normaux, les enfants avec des parents, des sacs, des horaires. Pas pour elle, mais l'idée la fit frissonner, comme une porte entrebâillée sur un autre monde. « Tu crois que je peux ?» Il hocha lentement la tête. « Je crois que tu peux tout faire. Si on t'en donne la chance. » Et dans ce salon feutré, dans cette maison autrefois silencieuse, une promesse se forma, fragile, mais sincère, celle de lui offrir cette chance, malgré les voix contraires, malgré les regards sceptiques, malgré tout. Les premiers jours d'Élise dans cette nouvelle réalité furent un mélange d'émerveillement et de crainte. Inscrite dans un établissement scolaire privé du quartier, elle franchit le portail de fer ornementé main dans la main avec Marc, son cœur battant comme jamais, consciente que ce pas symbolisait bien plus qu'un changement d'environnement. C'était l'entrée dans un monde qu'elle n'avait jusqu'alors seulement effleuré du regard. Elle portait un uniforme propre, ajusté. Pourtant, elle gardait la tête baissée. Ses gestes étaient hésitants. Elle ne savait comment marcher dans les couloirs, saluer les professeurs, tenir un cahier. À côté d'elle, des enfants aux cheveux bien coiffés, au sac neuf, la regardaient avec étonnement, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Elle sentait le poids de chaque regard, lourd de suppositions invisibles. Le directeur, un homme à la voix chaleureuse et aux sourcils épais, les attendait près de son bureau. Il écouta attentivement lorsque Marc expliqua la situation, sans poser de questions personnelles, mais avec autant de douceur que de respect. Il salua Élise, lui souhaita la bienvenue, la présenta à sa future institutrice, Madame Dubois, une femme aux cheveux attachés, aux gestes précis, souriante mais réservée. Elle lui proposa de l'accompagner jusqu'à la classe pour la première heure, afin de la guider. Marc la serra une dernière fois dans ses bras, d'un geste discret avant de s'éloigner, avec pour promesse de revenir la chercher en milieu de journée. La matinée d'Élise commença dans la salle de classe, un espace lumineux, aux murs couverts de dessins et de cartes géographiques. Les tables étaient alignées, en rangées, avec des trous pour les crayons et des casiers pour les manuels. Lorsqu'elle s'assit, elle fixa la chaise, examinant l'endroit exact devant lui. Madame Dubois l'invita à s'asseoir, lui offrit un sourire apaisant. Les autres élèves, curieux, murmurèrent entre eux, mais aucune moquerie n'arriva. Elle nota les prénoms. Claire, Lucas, Emma. Son prénom parut étrange à certains, inhabituel dans ce milieu. Elle se surprit à redresser la tête pour répondre à son institutrice. Les mots sortirent doucement. Elle dit son prénom, son âge. La voix tremblait, mais elle l'entendait comme venant d'une autre, lointaine. Les minutes s'égrenèrent entre les leçons de français, d'histoire et de dessin. À la récréation, elle resta silencieuse, observant les autres se rassembler, s'amuser. Une fillette aux longs cheveux blonds alla la voir timidement, tendit la main. « Tu veux jouer avec nous ?» demanda Emma doucement. Elle hésita, le cœur battant, puis acquiesça. Ce moment fut court, hésitant, maladroit. Les enfants jouaient à la marelle. Elle suivit les règles qu'on lui expliqua, sourit sans le vouloir, sentit pour la première fois depuis longtemps la chaleur d'un groupe, accepter son silence sans juger. Les enseignants gardaient un œil sur elle, bienveillant et patient, comme s'ils savaient que la seule valeur de cet enfant était de lui donner du temps. À la cantine, la table était dressée autrement. Pas d'assiette en porcelaine décorative, mais un plateau utilitaire. Elle mangea un plat chaud, une purée onctueuse, des légumes, un morceau de dessert. Elle repensa à son repas dans le restaurant, avec Marc. Loin d'être identiques, les deux repas portèrent la même marque, un geste de reconnaissance, de dignité rendue. Elle mangea lentement, absorbée, consciente de chaque bouchée. À côté d'elle, une camarade lui parla de son chien, de ses devoirs. Elle hocha la tête, sourit, posa une question simple. Elle voulait en savoir plus. Elle découvrit qu'elle aimait poser des questions, que chaque mot appris chantait une promesse d'avenir. Le retour à la maison fut silencieux. Elle rentra avec Marc dans la voiture noire, entourée des bruits feutrés de la circulation. Il lui demanda comment s'était passée sa journée. Elle lui murmura « C'était bien, mais fatigant ». Il hocha la tête, l'entendit sans poser plus de questions. À la maison, elle monta dans sa chambre, ouvrit un cahier neuf que Marc avait acheté. Sur la couverture, son nom était écrit à l'encre élégante. « Élise Renaud de la Croix » disait la page. Elle tressaillit. Son nom désormais s'étalait dans ce monde nouveau, un nom lié à celui de Marc. Une vérité fragile, mais un signe d'appartenance. Elle reposa la couverture, prit un stylo
et écrivit timidement, mot après mot, une phrase découverte. « J'aime l'école ». Les jours suivants, elle s'adapta progressivement. Les professeurs remarquèrent son intelligence vive. En cours de français, elle exprima des idées simples mais sincères sur une nouvelle lecture. En géographie, elle se montra curieuse. Elle aimait apprendre. Elle acceptait lentement les liens d'amitié qui se tissaient. Emma et Lucas l'invitèrent à jouer après les cours dans le jardin de l'établissement. Une routine normale que l'on bâtissait pour elle, doucement. Mais ce nouveau monde n'était pas sans défi. Les autres enfants parfois détournèrent les yeux en entendant qu'elle vivait avec un monsieur riche, ne savaient pas quoi penser. Certains dans la cour murmuraient « Est-ce qu'elle est adoptée? Une nièce? Un secret ?» Elle se dissimulait derrière ses livres, rouge de confusion. Elle ne savait pas quoi répondre. Certains parents la regardaient, incertains, tandis que d'autres s'approchaient pour complimenter Marc lors des premiers rendez-vous parents-professeurs. Il expliquait brièvement « Élise était dans une situation difficile. Je lui offre un foyer temporaire le temps que tout soit clair. » Il veillait à être concis, sans exposer les détails privés, mais visibles dans l'acte de protection. Il voulait qu'elle ait sa place, mais sans la forcer à s'expliquer devant tous. À la maison, les tensions entre Marc et Claire restaient présentes. Elle continuait à se montrer distante, parfois absente lors des dîners. Mais elle essayait de lire les cahiers d'Élise, de jurer par des sourires en silence. Cette dernière sentait la fragilité de l'équilibre, mais aussi l'effort sincère de chacun pour l'intégrer. Elle comprenait que certaines portes s'ouvraient plus lentement, mais qu'elle pouvait l'accueillir un jour. Et dans ce monde nouveau, l'essentiel advint. Elle sut qu'elle existait désormais pour des gens au-delà des ombres de la rue. Et pour elle-même, comme pour les autres, ce geste silencieux d'appartenance redonnait un sens au mot foyer. Le printemps s'était installé dans les rues de Neuilly-sur-Seine, et avec lui, une lumière nouvelle semblait filtrer à travers les larges baies vitrées de la maison de la Croix. Le jardin s'épanouissait et les fenêtres restaient souvent ouvertes, laissant entrer l'odeur fraîche des buissons fleuris. Élise, désormais plus assurée dans ses gestes et dans sa voix, trouvait peu à peu un rythme de vie régulier. L'école, les devoirs, les repas à heure fixe, les échanges, même timides, avec Claire, et surtout les moments calmes dans la bibliothèque où elle se perdait dans les histoires des autres pour mieux comprendre la sienne. Marc, de son côté, poursuivait sa quête silencieuse. Il avait engagé un avocat discret, Maître Béraud, un homme méthodique, peu bavard, mais efficace. Ensemble, ils tentèrent de reconstituer le fil invisible qui liait Élise à Sophie Renaud. Les démarches administratives avançaient lentement. Les archives publiques révélaient peu. Les adresses anciennes menaient à des ruines ou à des registres partiels. Pourtant, le nom de Sophie refaisait surface dans des correspondances isolées, des mentions dans des documents de l'époque, des formulaires de santé, toujours flous, toujours incomplets. Mais la persévérance finit par porter ses fruits. Un après-midi où la pluie avait surpris Paris et enfermé tout le monde à l'intérieur, Marc décida de retourner dans le grenier de l'ancienne résidence secondaire qu'il partageait jadis avec Hélène, un appartement discret dans le quartier de Passy, rarement visité depuis le décès de son épouse. Il n'y était pas retourné depuis plusieurs années. Il gravit les escaliers de bois grinçants, pénétra dans la pièce recouverte de draps blancs et s'approcha de l'armoire où Hélène conservait ses objets les plus personnels. Il défit les protections, ouvrit lentement les tiroirs, parcourant les carnets, les journaux, les boîtes de souvenirs. Et c'est dans une boîte de bois verni, au motif délicatement gravé, qu'il trouva ce qu'il ne cherchait plus depuis longtemps, une liasse de lettres, soigneusement attachées avec un ruban bleu pâle. Les enveloppes étaient anciennes, légèrement jaunies mais parfaitement lisibles. Toutes étaient signées du même nom, Sophie. Certaines étaient ouvertes, d'autres encore scellées. Marc, le souffle court, s'assit et lut les premières, des lettres de jeunesse, d'amitié, puis des messages de détresse, de silence rompu. Et au fond de la boîte, pliée avec un soin particulier, se trouvait une photographie. Une jeune femme au regard intense, tenant un nourrisson dans ses bras. Le bébé fixait l'objectif avec de grands yeux sombres, un bonnet tricoté sur la tête. Derrière la photo, au crayon noir, une inscription manuscrite « Élise, automne ». Marc resta figé. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu à sa table, au jardin d'Élisabeth quelques semaines plus tôt. Il l'avait reconnu sans savoir pourquoi. Et maintenant,
Le doute n'était plus possible. Cette photo, cette inscription, cette ressemblance, tout pointait dans une seule direction. Élise était la fille de Sophie. Il referma la boîte, emporta les lettres et retourna chez lui, le cœur battant à tout rompre. Il attendit qu'Élise soit couchée. Dans son bureau, il étala les documents sur le bureau en acajou, relut chaque mot avec une attention renouvelée. Les lettres racontaient une histoire douloureuse. Sophie, tombée enceinte trop jeune, abandonnée par le père de l'enfant sans soutien familial, avait trouvé refuge auprès d'une amie, une certaine Mireille, qui accepta de l'aider à élever l'enfant. Mais la vie les avait séparés. Sophie avait essayé d'écrire à Hélène, de renouer. Elle avait tenté de revenir, mais la peur, la honte et probablement la maladie avaient scellé son silence. Puis plus rien. La trace s'arrêtait là. Le lendemain, Marc demanda à parler à Élise. Ils s'installèrent dans le salon, sous la grande horloge qui marquait les heures sans s'interrompre. Il avait entre les mains la photo, une des lettres. Il la posa doucement sur la table. « Élise, tu m'as parlé un jour d'une femme qui venait vous voir, toi et ta maman. Tu te souviens? Celle qui chantait. » Elle acquiesça, intriguée. « Je crois que cette femme était Sophie, et je crois qu'elle était ta vraie mère. » Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans l'eau calme. Élise ouvrit la bouche sans parler. Elle regarda la photo. Elle se reconnut sans comprendre comment. Le bonnet, le regard. Puis, elle lut les mots au dos. Son prénom. Elle le toucha du bout des doigts. « Mais, maman m'a dit que j'étais sa fille. » Marc hocha lentement la tête. « Elle t'a élevée comme telle. Et c'est ce qui compte. Mais elle t'a aimé pour deux. Sophie a dû faire un choix très difficile. Et ta maman, elle a été ton pilier. Mais aujourd'hui, tu as le droit de connaître ton histoire. Pas pour tout changer, juste pour comprendre d'où tu viens. » Élise ne pleura pas. Elle resta silencieuse, penchée sur la photo. Quelque chose en elle s'alignait enfin. Un puzzle ancien dont les pièces manquaient. Elle murmura sans le regarder. « Et toi, pourquoi tu fais tout ça ?» Marc prit un moment pour répondre. « Parce que Sophie était la sœur de la femme que j'ai aimée plus que tout. Parce que tu es leur trace, leur prolongement. Et parce que, depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai senti que tu faisais partie de ma vie, même sans le savoir. » Ce soir-là, Élise dormit en tenant la photo contre elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois, elle n'avait plus peur du passé. Les jours suivants furent marqués par une intensité sourde, presque invisible aux yeux des autres, mais bien réelle dans le cœur de Marc et d'Élise. Un rythme différent s'était installé dans la maison. Les silences devenaient chargés de sens, les regards s'échangeaient avec plus de profondeur. Élise avait intégré sans heurts cette nouvelle vérité sur son origine. Elle ne posait pas beaucoup de questions, mais gardait la photo près d'elle, dans son tiroir, comme une encre à laquelle elle revenait chaque soir avant de dormir. Elle ne parlait pas souvent de Sophie, ni de la femme qu'elle avait toujours appelée « maman », mais elle écrivait. Des pages entières dans un cahier neuf, rempli de mots qu'elle ne lisait à personne, comme pour déposer là ce qui la traversait. Marc, lui, poursuivait ses démarches. Fort des lettres, des photographies, des documents retrouvés, il confia à Maître Béraud la mission de réunir tout ce qu'il fallait pour établir un lien légal et officiel entre Élise et sa propre famille. Il voulait plus que la vérité sentimentale. Il voulait la légitimité. Le dossier se constituait lentement. Correspondances, anciennes déclarations, certificats médicaux, témoignages. Ils retrouvèrent même une ancienne voisine de Sophie, qui se souvenait très bien de cette jeune femme discrète et fragile, qui chantait dans la cour en tenant une petite fille dans les bras. Elle se souvenait d'avoir entendu le prénom Élise plusieurs fois. Ce témoignage s'ajouta au dossier, renforçant l'authenticité du lien. À l'école, Élise continuait de progresser. Les professeurs soulignaient son intelligence atypique, sa capacité à comprendre les textes littéraires, son goût pour l'histoire. Elle n'était pas encore une élève brillante dans toutes les matières, mais elle travaillait avec rigueur. Ce que les autres prenaient pour une timidité excessive était en réalité une concentration intense. Elle écoutait tout, retenait les moindres détails. Elle ne voulait pas échouer. Elle ne pouvait pas se permettre de décevoir. Elle sentait, sans qu'on lui dise, que ce chemin qu'on lui ouvrait était fragile, que d'un mot mal placé, d'un comportement maladroit, elle pouvait être renvoyée à ce qu'elle avait été, une enfant des rues, invisible. Mais quelque chose changea. Peu à peu, elle se sentit acceptée.
Pas pleinement. Pas encore. Mais les regards pesaient moins. Emma l'invita chez elle pour faire un exposé en duo. Lucas partagea avec elle ses crayons de couleur. Un professeur lui demanda de lire un texte à voix haute, devant la classe, et elle le fit sans trembler. Dans la cour, on la saluait par son prénom. Et un jour, alors qu'elle attendait Marc à la sortie, une autre mère s'approcha d'elle et lui demanda avec gentillesse si elle voulait une bouteille d'eau. Ce simple geste bouleversa Élise plus qu'elle ne l'aurait avoué. À la maison, une autre transformation, plus subtile, avait lieu. Claire, toujours distante, finit par venir dîner plus régulièrement. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle écoutait Élise raconter sa journée. Elle fit un effort pour lui demander ses matières préférées, lui recommanda un roman jeunesse qu'elle avait lu dans son adolescence. Élise répondit avec prudence, mais petit à petit un fil se tendit entre elles. Pas encore de l'affection, mais une forme de respect, d'observation réciproque. Claire comprenait que son père n'avait pas perdu la tête, ni agi sur un caprice. Elle voyait combien cet enfant, sans le vouloir, avait ravivé en lui quelque chose de profond. Et un soir, alors qu'ils jouaient à un jeu de société tous les trois dans le salon, Élise lâcha presque machinalement. « Mon oncle, tu peux m'aider avec cette carte ?» Le silence fut immédiat. Elle ne sembla pas réaliser ce qu'elle venait de dire. Marc, lui, la regarda, les yeux brillants. Claire releva la tête, surprise, mais aucun mot ne fut prononcé. Il prit simplement la carte, l'aida et ils continuèrent la partie. Le mot restait suspendu dans l'air, doux et lourd à la fois. « Mon oncle », une reconnaissance spontanée, un lien assumé sans cérémonie. Marc se retira dans son bureau après le jeu. Il ouvrit son ordinateur, relut les documents du dossier. La filiation n'était pas directe, pas au sens juridique strict. Mais le lien avec Sophie, les lettres, les témoignages, les éléments retrouvés suffisaient à constituer une preuve morale forte. Maître Béraud avait conseillé d'engager une procédure d'adoption simple ou, à défaut, une demande de tutelle légale. Marc opta pour la seconde dans un premier temps, sachant qu'une telle démarche serait plus rapidement recevable par les services sociaux. Il voulait protéger Élise, assurer sa stabilité, sans brusquer les institutions. Mais la machine administrative était lente. Lorsqu'ils déposèrent le dossier auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, les agents furent d'abord prudents, presque suspicieux. Ils posèrent des questions, demandèrent des rapports médicaux, exigèrent un suivi scolaire, des bilans psychologiques. Élise, lorsqu'elle fut convoquée, répondit avec franchise. Elle parla de sa vie passée sans détour, avec la lucidité que seuls les enfants blessés possèdent. Elle expliqua qu'elle voulait rester avec Marc, non parce qu'il était riche, mais parce qu'il lui avait parlé, regardé, écouté, là où tant d'autres l'avaient ignoré. Et surtout, parce qu'elle n'avait jamais eu de foyer avant lui. Le fonctionnaire qui l'entendit, un homme aux lunettes épaisses et au regard fatigué, nota tout, hocha la tête plusieurs fois. Il dit simplement « C'est un dossier inhabituel, mais on va l'étudier avec attention. » À la sortie, Élise prit la main de Marc. Elle ne dit rien, mais le simple geste de ses doigts serrant les siens en disait long. Elle ne voulait pas être ballottée de nouveau, elle voulait rester là. Et Marc, en sentant cette pression discrète, sut qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Il ferait tout, absolument tout, pour que cela devienne possible. Les pièces du puzzle étaient presque toutes là. Il ne restait plus qu'à convaincre le monde que cette famille, aussi inattendue soit-elle, était plus réelle que bien des familles de sang. Lorsque la lettre officielle arriva, glissée dans une enveloppe beige portant le sceau de la préfecture de Paris, Marc Delacroix comprit que la phase de silence et d'observation était terminée. L'administration de la protection de l'enfance convoquait une audience. La situation d'Élise, bien que stabilisée, demeurait juridiquement précaire. Les services sociaux, alertés par l'irrégularité de son accueil et malgré la solidité du dossier monté par Maître Béraud, souhaitaient statuer. Officiellement, l'audience devait déterminer si l'enfant devait être confié à un foyer d'accueil agréé ou si une mesure de tutelle exceptionnelle, fondée sur la filiation indirecte supposée, pouvait être envisagée en faveur de Marc. En d'autres termes, c'était maintenant ou jamais. La nouvelle frappa Élise comme un vent glacé. Elle ne le montra pas tout de suite, mais ses gestes, ses silences, la tension dans sa mâchoire révélèrent une peur ancienne. Le matin suivant, elle ne toucha pas à son petit déjeuner. Claire, qui l'observait sans dire mot depuis la cuisine, vint s'asseoir en face d'elle. Ce fut la première fois qu'elle lui prit la main. « On va y arriver »,
lui dit-elle simplement. Et pour la première fois, Élise crut à ces mots. Non pas parce qu'il promettait une victoire, mais parce qu'il venait sans fausse douceur ni promesse creuse. Les jours précédant l'audience furent marqués par une préparation minutieuse. Maître Béraud organisa plusieurs simulations. Marc dut expliquer son engagement, détailler les circonstances de la rencontre, les preuves qu'il avait réunies. Il répondit à des questions délicates. Pourquoi n'avait-il pas alerté les autorités dès le début? Avait-il envisagé toutes les implications juridiques? Ne se laissait-il pas guider par l'émotion plus que par la raison? Il répondit avec la clarté des faits, sans cacher les zones grises, insistant sur le bien-être de l'enfant, sur son développement, sur les témoignages des enseignants, sur la stabilité retrouvée. Élise, de son côté, fut accompagnée par une psychologue recommandée par le tribunal. Cette dernière, après plusieurs séances, rédigea un rapport concluant à une évolution remarquable de l'enfant dans un environnement affectivement sécurisant, propice à son épanouissement intellectuel et émotionnel. Le document fut intégré au dossier. Le jour de l'audience arriva. Le tribunal pour enfants de Paris, 6 dans un bâtiment sobre à 2 pas du canal Saint-Martin, semblait tout entier suspendu à cette affaire peu commune. Le juge désigné, une femme au visage ferme et aux lunettes sans monture, les accueillit avec la neutralité professionnelle attendue. Elle fit entrer Marc, Claire, Élise et Maître Béraud dans la salle d'audience. 2 représentants des services sociaux étaient présents. La salle, bien que modeste, imposait une solennité silencieuse. Marc prit la parole en premier. Il raconta son histoire avec une rigueur tranquille. Il expliqua le hasard de la rencontre, l'intuition qu'il avait eue, la photo retrouvée, les lettres de Sophie. Il évoqua Hélène, sa femme défunte, la sœur disparue. Il parla de la transformation d'Élise, de l'enfant craintive et méfiante qu'elle avait été, de la fillette volontaire et curieuse qu'elle était devenue. Il ne demanda pas la garde pour lui, mais pour elle, pour sa sécurité, pour la continuité de son éducation, pour son avenir. Les représentants de l'administration, bien que sensibles à la qualité du discours, firent valoir les limites juridiques, absence de lien de sang direct, procédures non respectées, précautions nécessaires dans un contexte médiatisé. La juge écoutait sans réagir, notait des éléments, interrompait parfois pour poser des questions techniques. Puis vint le moment le plus délicat, celui où Élise fut invitée à s'exprimer. Elle se leva, petite silhouette dans l'immensité de cette salle, vêtue d'une robe simple, ses cheveux attachés comme elle aimait désormais les porter. Elle s'avança jusqu'à la barre, croisa le regard de Marc, puis fixa la juge. « Je n'ai jamais eu de maison, » dit-elle d'une voix claire. « Pas vraiment. J'ai dormi dans des cartons, dans des cages d'escalier, parfois dans des abris. J'avais une maman, oui, mais elle est partie. Je croyais que je devais me débrouiller toute seule. J'avais appris à ne pas faire confiance. Mais un jour, j'ai eu trop faim et j'ai demandé des restes. Et lui, il m'a regardé. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais sale ou pourquoi j'étais là. Il m'a juste dit « Viens manger ». Un silence intense tomba dans la salle. Depuis ce jour, il m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais crié dessus. Il m'a jamais frappé. Il m'a jamais dit que j'étais de trop. Il m'a appris à lire mieux, à parler, à vivre. J'ai maintenant un lit, un cartable, une école, des amis et un cahier où j'écris tout ce que je ressens. Elle sortit un petit carnet de sa poche, le montra. J'ai même écrit une histoire, pour l'école. Ça s'appelle « Le jour où j'ai demandé des restes et j'ai gagné une famille ». Elle se tut. La juge la remercia. La salle ne bougea pas. La décision ne fut pas rendue immédiatement. Comme le veut la procédure, le délibéré fut annoncé pour une semaine plus tard. Mais en sortant du tribunal, Marc sentit que quelque chose avait basculé. Il regarda Élise, marcha à ses côtés dans le hall et lui dit simplement « Peu importe ce qu'il décide, pour moi, tu fais déjà partie de ma vie. » Elle hocha la tête, serra sa main. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendait plus seulement une validation. Elle savait ce qu'elle valait. Et elle savait aussi que l'amour, quand il est vrai, ne dépend pas d'un tampon sur un papier, mais d'un regard, d'un geste, d'une promesse tenue dans le silence des jours ordinaires. Une semaine s'était écoulée depuis l'audience. Dans l'attente fébrile de la décision du juge, la maison de la Croix vivait dans une sorte de calme suspendu, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Élise poursuivait ses journées d'école avec discipline, mais son sommeil était troublé par des rêves qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Claire, plus présente que jamais,
avait établi une routine d'études avec elle chaque soir, lui apportant soutien et encouragement, comme pour lui prouver, sans mots superflus, qu'elle faisait désormais partie d'un cercle qu'aucune instance administrative ne pourrait briser. Marc, de son côté, s'efforçait de maintenir le cap. Il répondait aux appels de son avocat, lisait les journaux avec plus d'attention qu'à l'accoutumée, mais refusait de parler de l'issue du procès. Il croyait en la force du témoignage d'Élise. Il croyait aussi, avec la lucidité d'un homme d'affaires, que la logique humaine ne suffisait pas toujours devant les méandres de la justice. Il savait que tout pouvait encore basculer. C'est dans ce contexte incertain qu'un événement inattendu fit irruption dans leur quotidien. Ce fut un appel, banal en apparence, reçu un jeudi matin par Maître Béraud. Une voix rauque, hésitante, réclamait un rendez-vous urgent. L'homme prétendait être le père biologique d'Élise. Il disait avoir reconnu sa fille sur une photo parue dans un magazine en ligne relayant l'histoire du procès en cours. Il disait vouloir la retrouver. Maître Béraud, prudent, organisa une rencontre discrète dans son cabinet. Il convoqua Marc, l'informa sans détour de la situation. La réaction de Marc fut d'abord un mélange de surprise et de méfiance. Qui était cet homme? Pourquoi surgir maintenant? Et surtout, quelles étaient ses véritables intentions? Mais il accepta d'assister à l'entretien, décidé à affronter toutes les vérités, même celles qu'il aurait préféré éviter. L'homme en question s'appelait Julien Fournier. Il avait un visage marqué par le temps, les excès, les erreurs. Son regard était fuyant mais pas vide. Il portait un manteau usé, une barbe de plusieurs jours, une nervosité palpable. Devant Marc et Maître Béraud, il raconta son histoire. Il avait connu Sophie Renaud dans sa jeunesse, à une époque trouble, faite de marginalité et d'errance. Leur relation avait été brève, intense, puis brisée par l'alcool, les disputes, les fuites. Il avait fui ses responsabilités. Il ne savait même pas que l'enfant était né, ou plutôt il ne voulait pas le savoir. Ce n'est que bien plus tard, après une longue descente aux enfers et une entrée en cure de désintoxication, qu'il avait commencé à chercher les morceaux de sa vie d'avant. Et puis un jour, par hasard, il était tombé sur un article relatant l'histoire de cette petite fille, recueillie par un riche homme d'affaires parisien. Le prénom, les circonstances, la photo, tout l'avait frappé de plein fouet. Marc l'écoutait avec un calme tendu. Il ne lui coupait pas la parole. Mais son regard restait fixe, scrutateur. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix lente et maîtrisée. « Vous venez réclamer quoi exactement ?»« Une reconnaissance tardive. Un droit que vous avez abandonné il y a des années. Vous ne savez rien d'elle. Vous n'étiez pas là quand elle avait besoin d'un toit, de pain, de chaleur. Et maintenant que tout se stabilise, vous venez la revendiquer ?» Julien Fournier baissa la tête. Il n'avait pas de réponse solide à offrir. Il n'était pas venu en conquérant, mais en naufragé. Il avoua qu'il ne voulait pas la retirer de chez Marc. Il voulait simplement la connaître, lui dire la vérité, lui montrer qu'il avait changé, qu'il essayait. Maître Béraud, pragmatique, proposa une médiation encadrée. Il savait que la justice apprécierait ce geste d'ouverture. Un rendez-vous fut fixé, dans un lieu neutre. Élise serait prévenue avec précaution, accompagnée, protégée. Quand Marc annonça à Élise qu'un homme se disant son père biologique voulait la rencontrer, elle resta de marbre. Puis elle demanda simplement « Est-ce qu'il est gentil ?» Marc ne sut que répondre. Il choisit la sincérité. « Je ne sais pas, mais tu n'es obligé à rien. Tu ne dois rien. C'est toi qui décides. » Elle réfléchit longuement. Puis, comme si une part d'elle voulait enfin comprendre ce qu'elle portait dans le sang, elle accepta. La rencontre eut lieu dans une salle discrète d'un centre d'accueil. Élise entra, accompagnée de Claire. Julien Fournier se leva, mal à l'aise, les yeux brillants. Il la regarda longuement, puis murmura « Tu as les yeux de ta mère ». Elle ne répondit pas. Elle s'assit. Il lui raconta des bribes de souvenirs. Comment Sophie riait, comment elle chantait, comment elle écrivait des poèmes. Il parla peu de lui. Il dit simplement qu'il avait honte, qu'il ne voulait pas la bouleverser, qu'il voulait juste savoir si elle allait bien. Élise le regarda droit dans les yeux. Elle avait grandi en quelques semaines. Elle dit calmement « J'ai eu peur toute ma vie, mais maintenant, j'ai une maison, j'ai un lit, j'ai une famille. Tu n'étais pas là, mais tu es là maintenant. Alors peut-être qu'un jour, je te parlerai comme à un père, mais pour l'instant, je veux juste que tu ne gâches pas ce que j'ai. » Julien hocha la tête. Il ne demanda rien de plus. De retour dans la voiture,
Marc ne posa pas de questions. Élise, regardant par la fenêtre, dit simplement « Il ne m'a pas promis, il n'a pas menti, il a juste dit la vérité. » Et dans cette vérité nue, elle trouva non pas un père, mais une réponse, une clé pour comprendre. Et elle sut sans aucun doute que ce qui comptait le plus, c'était l'amour qui avait su rester, non celui qui avait fui. La nuit suivant la rencontre entre Élise et Julien Fournier, Marc Delacroix resta éveillé de longues heures dans son bureau, une tasse de thé froid oubliée sur le coin du bureau et le regard perdu dans la pénombre de la pièce. Les mots échangés plus tôt dans la journée résonnaient encore dans sa mémoire. Les aveux d'un homme brisé, le regard d'une enfant en quête de stabilité, la dignité fragile qui avait marqué la conversation. Ce n'était pas la colère qui l'agitait, mais une question bien plus douloureuse. Que faire pour que la vérité ne détruise pas ce que le temps et la tendresse avaient si péniblement construit? Julien n'avait pas menti. Il n'avait pas prétendu être un père parfait ou demander des droits sur la vie d'Élise. Il n'avait rien revendiqué, rien exigé. Mais sa simple présence, son existence soudaine dans l'équation, venait bouleverser tout l'équilibre précaire qui s'était établi. Marc savait que la justice pouvait être tentée de privilégier le lien biologique, même s'il avait été négligé pendant des années. Et plus encore, il craignait ce que cela provoquerait en Élise, cet enfant qui venait à peine d'accepter qu'elle avait le droit d'être aimée. Au petit matin, il demanda à Claire de le rejoindre dans le salon. Elle descendit, encore fatiguée, mais attentive. Il lui expliqua calmement la situation, la sincérité de Julien, le dilemme moral. Elle l'écouta sans l'interrompre, puis dit, d'une voix posée, « Tu dois penser à elle, pas à toi, pas à ce que tu risques de perdre, pas à ton nom, à elle. Qu'est-ce qui est le mieux pour elle? Qui peut lui donner ce qu'elle cherche vraiment ?» Marc la fixa. Il comprenait ce qu'elle voulait dire. Mais justement, il ne savait pas si Élise cherchait un père ou une continuité. Peut-être les deux, peut-être aucun. Alors il décida de voir Julien une nouvelle fois, seul. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards, un lieu simple aux tables de bois et aux vitres embuées. Julien l'attendait, plus propre, plus reposé. Marc s'installa en face de lui, le regard droit. « Je ne suis pas là pour me battre contre toi, ni pour t'éliminer, mais je suis là pour la protéger. » Julien hocha la tête. « Je ne veux pas la retirer de ta vie. Je ne pourrais pas, et je ne devrais pas. Elle a grandi sans moi. Ce n'est pas en apparaissant aujourd'hui que je peux changer tout ça. »« Alors pourquoi es-tu là ?» demanda Marc. « Parce qu'elle est ma fille, et que je veux qu'elle le sache. Je veux lui montrer que je suis vivant. Que j'essaie, pas pour me racheter, juste pour être là, de temps en temps, quand elle voudra. » Le silence s'installa entre eux. Marc réfléchit longuement. Puis, doucement, il dit « Je peux proposer une solution. Une garde partagée, mais encadrée. Une cohabitation symbolique, pas juridique, pas résidentielle, mais une place réelle. Tu pourrais la voir, la connaître. Elle resterait ici. Elle aurait ses repères. Mais tu serais là, en périphérie, un point d'appui. Un homme qui apprend à devenir ce qu'il n'a jamais su être. Pas un père tout-puissant, pas une figure absente, juste un homme sincère. » Julien inspira profondément. Il avait peur, il se savait fragile, faillible, mais il accepta. Il dit oui sans théâtre, sans exagération. Il accepta les conditions. Visites encadrées, rendez-vous établis, accompagnement psychologique, suivi administratif, pas par peur des règles, mais parce qu'il comprenait que la confiance se mérite et se bâtit lentement. Marc annonça la décision à Élise quelques jours plus tard. Ils étaient dans le jardin, les premières feuilles mortes s'accrochant aux branches. Il s'agenouilla devant elle, les mains jointes. « ton père biologique, Julien, veut être présent, pas pour te prendre, mais pour être là. Je lui ai proposé quelque chose, une présence partielle, encadrée. Il viendra parfois, pour te parler, pour t'écouter, si tu le veux. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle resta longtemps silencieuse. Puis elle dit « Est-ce que toi, tu vas rester ?» Marc posa sa main sur la sienne. « Je suis là, je reste, rien ne changera ça. » Elle hocha la tête et, pour la première fois, sans réserve, elle l'appela « Mon oncle, merci. » La garde fut réorganisée selon cet accord moral. Les services sociaux, bien qu'étonnés, acceptèrent, considérant la stabilité affective d'Élise,
comme un critère central. La juge rendit sa décision en faveur de Marc, avec mention du droit de visite encadré de Julien, à évaluer et ajuster selon l'évolution du lien. Les semaines suivantes furent faites d'adaptation. Julien vint parfois le samedi, partageant une promenade au parc, un dessin animé, une partie d'échecs maladroite. Il restait discret. Il apprenait, il réparait, sans illusion, mais avec application. Marc observait cela avec prudence. Il restait protecteur, mais laissait Élise décider. Parfois elle parlait de Julien, parfois non. Elle construisait à sa manière un pont entre deux rives de son histoire, et Claire dans tout cela s'effaçait moins. Elle invitait Élise à l'accompagner à des expositions, à choisir des livres, à cuisiner. Elle riait, parfois, et c'était suffisant. Ce choix difficile, que Marc avait craint comme une perte, devint un pas vers l'équilibre. Un équilibre imparfait, certes, mais humain. Élise, désormais, n'avait plus peur des silences. Elle savait que les absents peuvent revenir, si le cœur sait écouter, et que l'amour, quand il est sincère, sait faire place à l'autre sans disparaître. Le temps avait poursuivi sa route, imperturbable et silencieux, laissant derrière lui les traces des jours d'incertitude, des nuits de doute, des décisions fragiles mais décisives. Le jardin de la Maison de la Croix avait fleuri une nouvelle fois, marquant le retour du printemps, cette saison que Marc, depuis longtemps, n'avait plus ressenti comme un véritable renouveau. Mais cette année-là, les arbres semblaient plus verts, l'air plus clair, et chaque bruit de pas résonnait avec une intensité particulière dans les couloirs calmes de la demeure. Élise avait grandi, pas seulement en taille, mais en présence. Elle marchait plus droite, parlait plus clairement, osait plus souvent regarder dans les yeux ceux qui lui adressèrent la parole. À l'école, ses progrès étaient remarquables. Ses professeurs parlaient d'elle avec respect et admiration. Sa curiosité, sa persévérance, son attention presque obsessionnelle aux détails en faisaient une élève brillante. Elle n'était plus simplement cette petite fille recueillie dont tout le monde chuchotait l'histoire. Elle était Élise. Élise Renaud de la Croix, comme on la présentait désormais dans les listes officielles. Le jour de la présentation scolaire annuelle arriva et cette fois, Élise avait choisi de participer. Pas en cachette, pas sur l'insistance des enseignants, par choix, par volonté de dire ce qu'elle portait, ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle était devenue. Chaque élève devait lire une rédaction devant l'ensemble de la classe et les familles invitées. Le thème imposé, un jour qui a changé ma vie. Marc, Claire et Julien étaient assis côte à côte dans l'auditorium, une rangée discrète mais unie. Julien avait gagné sa place, non sans effort. Il ne venait pas à chaque occasion, il ne s'imposait jamais. Mais ce jour-là, il était là. Marc portait une cravate bleu nuit qu'Élise avait choisie pour lui. Claire avait un carnet dans les mains, prête à noter ses impressions, ses remarques, comme si elle était à nouveau la grande sœur d'un enfant qui avait su l'apprivoiser. Quand Élise monta sur scène, le silence fut immédiat. Elle portait son uniforme scolaire, ses cheveux attachés avec un ruban simple et dans ses mains une feuille soigneusement pliée. Elle déplia lentement le papier, regarda la salle et commença d'une voix posée, sans trembler. « Mon texte s'appelle « Le jour où j'ai demandé des restes et j'ai gagné une famille ». Il y eut un murmure d'étonnement, puis plus rien. Chacun retenait son souffle. Ce jour-là, j'avais faim, très faim. Je ne me souviens pas exactement de la température, ni du nombre de personnes que j'ai croisées, mais je me souviens du regard, celui de l'homme à la table du fond. Il ne m'a pas chassé, il ne m'a pas ignoré, il m'a vu. Elle fit une pause, puis poursuivit. J'ai mangé ce jour-là, mais ce n'est pas ça qui a tout changé. Ce qui a tout changé, c'est qu'on m'a parlé comme si j'existais, comme si j'étais quelqu'un qui méritait une réponse, pas un objet oublié dans un coin de trottoir. Marc ferma les yeux un instant, retenant une émotion vive. Claire posa sa main sur la sienne. Julien baissa la tête, humble et ému. Depuis ce jour, j'ai découvert ce que ça voulait dire. Avoir une chambre, aller à l'école, faire des devoirs, dire bonjour sans peur, apprendre à faire confiance. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, j'ai encore peur. Parfois, je doute. Mais j'ai compris une chose. On ne devient pas une famille par le sang ou par les papiers. On le devient quand quelqu'un choisit de rester, même quand ce serait plus simple de partir. Elle leva les yeux, croisa ceux de Marc,
et sourit. Je ne suis pas né dans une maison. Je n'ai pas connu de berceau. Mais j'ai une chaise à table, une place dans un salon, une voix qu'on écoute. Et c'est tout ce que je voulais. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était rempli de respect, d'admiration, d'une émotion contenue mais partagée. Puis vinrent les applaudissements. Pas ceux que l'on offre par politesse, mais ceux qui viennent du ventre, des tripes, du cœur. Après la cérémonie, dans le jardin de l'école, plusieurs parents vinrent saluer Marc, certains timidement, d'autres avec une sincérité vibrante. Claire reçut même une invitation à une conférence sur la reconstruction familiale. Julien s'écarta un moment pour fumer une cigarette, seul, contemplatif. Élise courait avec ses camarades, riant, légère. En rentrant, elle ouvrit son cahier et y écrivit une phrase simple. « Aujourd'hui, j'ai compris que j'étais resté en vie pour vivre ce moment. » Marc, passant devant la porte entr'ouverte, vit la phrase. Il ne dit rien. Il respecta le silence sacré de cette intimité. Mais il sut à cet instant précis que tout ce qu'il avait risqué, tout ce qu'il avait affronté, valait la peine. Élise n'était plus une enfant des rues. Elle était une voix, une histoire, un commencement. Et dans ce nouveau départ, chacun d'eux avait trouvé sa place, non par obligation, mais par choix. Un choix répété chaque jour, dans les gestes ordinaires, dans les silences habités, dans la chaleur d'une maison où, désormais, rien ne manquait.